Salam alaikum. Donc, dans notre séance d'oncologie, nous allons traiter le cancer de la prostate. Généralement, on fait appel aux urologues qui traitent cette séance de cancer de prostate. Aujourd'hui, nous avons avec nous des oncologues qui vont animer ce sujet. Nous sommes très confrontés à ce problème de cancer de prostate avec l'âge qui progresse chez notre population. Et je donne la parole au Dr Bachouchi. Dr Bachouchi Mounir, c'est le directeur de la clinique 16 novembre de Rabat, spécialisée dans l'oncologie. C'est une structure internationale avec les références internationales. C'est la première structure africaine. Donc, je donne la modération à mon ami, le docteur Bachouchi. À vous la parole. Merci, c'est Salahdine, merci docteur Louafi, merci docteur Sarqawi d'abord pour nous avoir invités et nous avoir conviés à partager avec vous notre jeune expérience dans la prise en charge des cancers. Et merci à Fatem Zahra de soutenir toute l'innovation et de mener cette belle aventure de votre association. On est franchement agréablement surpris de voir une assistance aussi fournie, surtout après le repas. Généralement, c'est les heures creuses des congrès, et là, bravo à l'assistance. Donc, comme a dit Louafi, aujourd'hui, le cancer de la prostate, normalement, il devait y avoir avec nous un urologue qui fait partie de l'équipe. Malheureusement, les urologues ont en même temps leur propre congrès à Marrakech. La prostate, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est une prise en charge qui n'est plus le fait de l'urologue seul, mais qui est le fait de toute une équipe. On va commencer par l'anapathe qui va poser le diagnostic, puis par le radiologue qui va mieux définir la stadification. Maintenant, on a le médecin nucléaire aussi, avec les nouveaux PET scan, PSMA et à la colline. Et puis, il y a les oncologues, aussi bien dans le versant radiothérapie que dans le versant médical, qui assurent cette prise en charge. Alors, parler de la prostate est un sujet qui est particulièrement vaste et sur lequel on peut souvent aller un peu dans tous les sens. Et donc, on a délibérément choisi aujourd'hui comme thème un peu l'innovation en radiothérapie de la prostate, parce que cette radiothérapie a énormément évolué, c'est devenu quelque chose de fabuleux. Et aujourd'hui, on a un plateau technique particulièrement pointu. Et Dr Latefa Msbah, qui est donc mon ami, mon associé, ma partenaire dans ce beau projet, est aujourd'hui experte nationale, voire internationale, dans la prise en charge des cancers de la prostate. Alors, je vais lui donner la parole et juste vous dire qu'elle a travaillé pendant des jours et des jours. Elle a tout oublié dans un avion hier. Et donc, elle a dû refaire sa présentation au pied levé. Et je la remercie. Latefa, à toi la parole. Merci. Alors, comment ça, c'est bon. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Très contente de partager avec vous aujourd'hui, cet après-midi, et très reconnaissante pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais parler des progrès de la radiothérapie en matière de cancer de la prostate. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel sur le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le premier cancer de l'homme après 50 ans. Ce n'est pas un cancer complètement anodin, parce qu'il sera responsable il serait en deuxième rang en mortalité pour l'homme au-delà de 50 ans. C'est un cancer du sujet âgé, c'est bien connu. On sait très bien que le dosage sérique de la PSA permet de reconnaître le cancer à un stade précoce et donc un stade où la maladie est curable. Cependant, il faut faire très bien attention pour ne pas traiter et surtraiter des formes qui sont indolentes.
Généralement, les circonstances de découverte, c'est fortuit ou à l'occasion d'un dosage de PSA. Cependant, c'est pas rare qu'on reçoit des patients à des stades très avancés, voire même avec des paraplégies, parce qu'ils ont fait des métastases osseuses rachidiennes qui étaient négligées et qui ont créé un état d'épidurite. Donc, premier message que j'ai à transmettre, c'est que devant des douleurs rachidiennes persistantes, il faut toujours penser à la maladie maligne et il faut faire des examens radiologiques avant qu'on se retrouve dans la phase de complications et de paraplégie parfois qui sont irréversibles. Bien entendu, le cancer du prostate, dans 95% des cas, c'est de l'adénocarcinome. Le diagnostic se base essentiellement sur l'IRM multiparamétrique et la biopsie de la prostate. L'IRM, il est incontournable aujourd'hui si on veut faire un traitement, si on veut faire une prise en charge moderne du cancer de la prostate. C'est une IRM multiparamétrique parce qu'on va s'intéresser à plusieurs séquences de réalisation de l'IRM et chaque séquence va apporter un plus, soit il sera dédié à la partie périphérique de la prostate ou à la partie centrale de la prostate. Finalement, cette IRM aura pour objectif de classer la maladie. C'est pareil comme le sein, on fait une classification BI-RADS. Pour la prostate, c'est la classification PI-RADS. Donc la classification PI-RADS va nous donner un score, soit un score 1, 2, 3, 4. Au fur et à mesure qu'on augmente dans le score, le risque d'avoir un cancer est plus important. Donc, à partir du score 4 et du score 5, il faut aller faire de la biopsie. La biopsie, il y en a deux façons de faire. Au Maroc, la plupart des urologues font la biopsie transrectale, mais il faut savoir qu'on peut faire aussi la biopsie transpérinéale. Quand un radiologue fait une biopsie, il doit faire aussi une cartographie zonale, puisqu'il a fait la biopsie, et envoyer les biopsies qui sont catégorisées à un anatomopathologiste, parce que l'anatomopathologiste ne doit pas uniquement dire est-ce qu'il y a ou pas de cancer, mais il y a tout un ensemble d'informations qu'il doit fournir, en particulier et la zone atteinte, le nombre de carottes positives, le pourcentage de la maladie cancéreuse dans le matériel qui a été reçu. L'anatomopathologiste va aussi grader la maladie. Il y a aujourd'hui 5 grades. Avant, on parlait surtout du glisant, du score glisant, mais aujourd'hui, on parle plus du groupe du gradine et ZUP. Le gradine, on a 5 grades. Le ZUP 1, c'est le bas grade, puis ZUP 2, 3, 4 et 5. Il faut savoir que le grade histologique serait le facteur pronostic le plus important. Et qu'un patient qui a un grade 1, ça peut, même s'il a une maladie métastatique, c'est un patient qui ne va pas mourir par cancer, mais peut-être il va mourir par autre chose. Donc, on peut quand même s'abstenir de le traiter. Après le rôle de l'anatomopathologiste va venir le radiologue. Donc le radiologue on doit effectuer des examens pour classer cette maladie. Donc, il y a l'examen clinique, le toucher rectal, qui va venir dire est-ce que la tumeur elle est clinique ou n'est pas perceptible, mais il y a surtout l'IRM qui va pouvoir classer la maladie et en TNM, est-ce que c'est une tumeur qui est localisée à un seul lobe, aux 2 lobes, ou s'il y a une atteinte extracapsulaire, ou s'il y a une atteinte de la vésicule séminale, ou encore s'il y a une extension au tissu de voisinage. À côté, donc, ces renseignements
réunit le renseignement fourni par l'ANAPAT, les renseignements fournis par la radiologie. On va rajouter aussi le bilan d'extension, mais il faut savoir dans la maladie très précoce de faible risque, le bilan d'extension n'est pas obligatoire. Par contre, dans une maladie qui est avancée, et s'il y a un bilan, à mon sens, à faire, c'est faire un PET PSMA, un PET scanner à la PSMA. Donc, une fois on aura tous ces renseignements, on va pouvoir classer la maladie. Pour la maladie qui est précoce, à côté de la classification TNM, on va classer la maladie en groupes à risque. Il y a le groupe de risque faible, il y a le groupe de risque modéré, il y a le groupe de haut risque. Ces groupes vont avoir un pronostic différent. Donc, maladie classée, on peut proposer un traitement. Ce que j'ai mis ici, c'est une schématisation. Parce que la prise en charge du cancer de la prostate est très très compliquée, il fait intervenir plusieurs facteurs. Donc schématiquement, si on veut parler des stades précoces, le stade précoce, on les divise en 3 groupes à risque, le bas risque, le risque intermédiaire et le haut risque. Pour le bas risque, on peut faire ne rien faire, on peut faire une surveillance active, on peut faire un traitement par radiothérapie, on peut faire un traitement par chirurgie. Pour les risques intermédiaires, c'est un peu pareil, sauf qu'on va pouvoir rajouter de l'hormono. Pour les hauts risques, la place de la chirurgie va reculer en arrière pour donner de la place à la radiothérapie et à l'hormonothérapie. Quand on est en maladie avancée, c'est la radiothérapie, c'est l'hormonothérapie, et en état métastatique, il y a aussi la chimio qui a sa place, il y a les thérapies ciblées qui ont aussi leur place, il y a ce qu'on appelle la radiothérapie métabolique, c'est le traitement par le lithium, qui malheureusement n'existe pas jusqu'à ce moment au Maroc, mais aussi il a sa place. Donc, c'est une maladie où on a plusieurs possibilités thérapeutiques, mais il faut savoir que dans tous les stades de la maladie, il y a toujours une indication à faire de la radiothérapie. On rentre dans le sujet. La radiothérapie, c'est l'utilisation des rayonnements ionisants pour aller détruire la cellule. Une chose importante à savoir, c'est que la radiothérapie ne va pas entraîner un effet immédiat et que l'effet de la radiothérapie, c'est un effet qui est retardé. Donc, si un malade qui s'est fait traiter pour cancer de la prostate par radiothérapie vient vous voir et il voit son PSA qui baisse très doucement, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. L'histoire de radiothérapie est une histoire qui est, à mon avis, très fascinante. Cette radiothérapie va commencer juste après avoir découvert les rayons X en 1885 par M. Röntgen. Et puis, il y a la découverte de la radiothérapie, de la radioactivité, soit naturelle ou surtout la radioactivité artificielle par l'équipe de Marie Curie, qui vont donner toutes les lancées pour le développement de la radiothérapie. Il faut savoir que les traitements par radiothérapie remontent à à des siècles en postérieur. Voilà par exemple un traitement de curithérapie de prostate en 1917. Il y a déjà une procédure et il y avait déjà un peu de guidelines. La radiothérapie, les rayons X ont été aussi utilisés très précocement, mais à cette époque, il y avait des rayons X de basse énergie. Ils n'étaient pas adaptés pour traiter les tumeurs en profondeur. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un recul, une baisse de l'enthousiasme pour la radiothérapie, d'une part parce qu'il y avait de l'inquiétude et surtout les grandes forces mondiales, ils étaient obligés de stopper un peu l'évolution de la radiothérapie afin de pouvoir faire des législations et mettre en place des dispositifs de restriction dans la recherche en matière de traitement par rayonnement.
Il y avait aussi beaucoup d'excitation pour l'utiliser parce qu'on découvre aussi l'hormonothérapie vers les années 40 et on pensait qu'avec l'hormonothérapie, on peut guérir le cancer et ce n'était pas le cas. Donc pendant à peu près 20 ans, le standard de traitement pour cancer de la prostate était la chirurgie. Mais en 1960, la radiothérapie sera de retour grâce à l'invention de ce qu'on appelle l'accélérateur linéaire. C'est une machine qui est capable de produire des rayons X de haute énergie. Ce sont des rayons qui sont capables de pénétrer à l'intérieur des tissus et donc de déposer de l'énergie en profondeur sans endommager la peau. Et voilà une première publication en matière de radiothérapie externe qui date de 1967, où là, c'est la première publication qui démontre qu'on peut traiter un cancer de prostate sans avoir recours à la chirurgie. La radiothérapie, c'est une belle histoire. Ça a commencé par un appareil qui est à notre œil aujourd'hui de radiothérapeute de 2022 très rudimentaire, mais cette radiothérapie va évoluer de façon, d'une vitesse de croisière pendant ces dernières années. Et on voit apparaître de nouvelles techniques telles que la radiothérapie par modulation d'intensité, la radiothérapie guidée par l'imagerie, la radiothérapie VMAT, la radiothérapie adaptative et d'autres choses, je crois, qui vont venir dans l'avenir. Tout le but, c'est quoi? C'est de mettre l'énergie au niveau de la tumeur et d'épargner au maximum les tissus sains avoisinants. Donc, pour vous comprendre un peu notre langage en radiothérapie, ça a commencé par un traitement conventionnel. Un traitement conventionnel, ça veut dire quoi? On fait que des champs qui sont carrés ou rectangulaires. Donc, si on a un traité, par exemple, une forme irrégulière, on peut pas. La seule façon de faire, c'est de faire un traitement en cube. Après, on est passé à la radiothérapie 2D, puis la radiothérapie 3D. La radiothérapie 3D, c'est là où on a commencé un peu à sophistiquer notre technique, où les machines de radiothérapie seront dotées au niveau de leur tête par ce qu'on appelle les multilames. Ce sont des sortes de lames qui vont épouser la forme de la tumeur et ce qui va permettre d'avoir une radiothérapie qui se conforme au volume tumoral. Puis la grande évolution, c'est l'MRT. MRT, c'est quoi? C'est une modulation d'intensité. Ça veut dire, au lieu de mettre un champ uniforme, on va pouvoir jouer sur la fluence à l'intérieur du champ et mettre beaucoup d'énergie dans un endroit, peu d'énergie dans l'autre, afin de répondre aux nos besoins. Donc, sur le plan répartition des doses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on était dans l'ère de 2D, on ne voyait pas ce qu'on fait, on irradie tout, on ne fait pas de différence entre un organe à risque, un organe et une tumeur. On passe à l'époque 3D, on va commencer quand même à se conformer, mais on n'avait pas assez de moyens. Mais avec l'arrivée de l'IMRT et de la VMAT, on peut épouser la forme du volume cible à traiter. On voit ici dans une radiothérapie ganglionnaire comment, chez le même patient, dans la deuxième figure, on arrive, parce que là, le volume cible, c'est ce qui est rouge. En bas, on arrive à conformer et à irradier uniquement ce qui est rouge et protéger les organes qui sont adjacents. Donc la radiothérapie moderne, c'est 3 bases essentielles. C'est une radiothérapie avec modulation d'intensité, c'est une radiothérapie qui est guidée par imagerie, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, et c'est une radiothérapie avec contrôle du mouvement de la cible. C'est un peu vous expliquer notre façon de faire en radiothérapie. Quand un patient atterrit chez nous, après la consultation, il va passer au scanner. C'est là où on va faire la simulation de traitement. Une fois le scanner fait, le radiothérapeute récupère les images. Il va travailler là-dessus pour créer un plan de traitement avec le physicien. Une fois le plan de traitement est créé, il sera envoyé à la machine.
La nouveauté dans la prise en charge du cancer dans les machines, c'est la EGRT, c'est l'imagerie, c'est la radiothérapie guidée par imagerie. Pourquoi c'est important? Voilà un exemple. C'est un patient qui a un cancer de prostate. On lui fait le scanner, on fait le contourage des organes. Mais voilà, à côté, il vient pour le traitement, on met le patient sur la salle, eh bien, c'est pas la même anatomie. Son rectum est rempli et distendu, il est rempli de gaz, il a poussé la prostate en avant et du coup, on ne traite pas le volume qu'on a souhaité traiter, on traite abusivement le rectum et on rate une partie de la tumeur. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut faire une radiothérapie si on veut faire une radiothérapie moderne, ça doit être une radiothérapie guidée par imagerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la machine de traitement, ces deux oreilles qui sont là, c'est un outil qui va permettre de faire ce qu'on appelle un CBCT, un cone beam CT. C'est un petit scanner qui sera fait avant la séance de la radiothérapie. Une fois l'image est obtenue, on va faire le matching de l'image avant traitement, l'image de simulation avec l'image du jour de traitement. Et il y a quelques années, on s'arrêtait ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on est conforme, c'est bon. Si on n'est pas conforme, on demande au patient de se lever, d'aller faire ses selles, d'essayer de vider le rectum. Et c'était très contraignant pour le patient. Sauf qu'il y a très peu d'années, on a une solution très très sophistiquée. C'est une solution qui va nous permettre qu'à chaque jour, à chaque séance, quand on reçoit le patient, on va faire un recontourage. Je vais refaire le contourage des organes et on va refaire le calcul alors que le patient il est dans la salle de traitement. Et ça fait qu'on va pouvoir irradier avec toute la précision et toute la sécurité. Je note ici qu'à la clinique 16 novembre, on était doté des premiers appareils Ethos en Afrique. Il est aussi et toujours le seul appareil au Maroc. Donc, on a dit radiothérapie conforme avec modulation d'intensité, radiothérapie guidée par image, puis troisième pilier important de la radiothérapie, qui est le contrôle du mouvement de la cible. Avant, on n'avait pas de moyens pour contrôler le mouvement de la cible. Qu'est-ce qu'on fait? Pour traiter un volume comme ça, on va faire des marches comme ça. On va faire des marches autour pour pouvoir être sûr qu'on va traiter cet organe, qu'on va traiter cette cible, même s'il bouge, pour ne pas sortir de notre champ de radiothérapie. Aujourd'hui, on a des moyens plus sophistiqués. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce qu'on appelle des fiduciaires dans la prostate. Et on aura des machines qui vont reconnaître la position de ces fiduciaires et une fois reconnaître la position des fiduciaires à l'intérieur de la machine au moment des traitements et une fois ces fiduciaires vont sortir du champ de traitement, le rayonnement sera interrompu. Donc c'est vraiment une autre avancée dans le traitement de la radiothérapie. Voilà un peu des techniques modernes. Maintenant, je reviens un peu en pratique. En radiothérapie, si on veut traiter par radiothérapie pour le cancer de prostate, on a la possibilité soit de faire une radiothérapie externe, soit de faire une curie. La radiothérapie externe, c'est la source, elle est loin du patient. Et la curithérapie, au contraire, on va mettre les sources radioactives à l'intérieur de l'organe, à l'intérieur de la prostate. Quand on fait de la radiothérapie externe, une fois le manipulateur enlève sa main du bouton, il n'y a plus de rayonnement. Le malade n'est pas radioactif. Par contre, dans la curithérapie, et ceci intéresse que la curithérapie Badibi, le malade est porteur de sources radioactives. On verra après comment il doit faire. Voilà. Donc, on a dit on peut faire un traitement par radiothérapie externe, on peut faire un traitement par curie. Maintenant, si on fait un traitement par radiothérapie externe, il y a 3 façons de faire. Soit de faire un traitement lent, de 8 semaines et demie, soit de faire ce qu'on appelle un hypofractionnement modéré, c'est un traitement qui va se passer en 5 semaines, soit faire un traitement très court, très précis, qui est la radiothérapie stéréotaxique, SBRT. En fonction
de ce qu'on veut faire. Il y a des contraintes. Je ne peux pas faire une ISBRT sur une machine normale. Donc, pour faire une ISBRT, il va falloir avoir une machine adaptée. Alors, pour que je traite, par exemple, en 8 semaines, le minimum aujourd'hui, c'est de faire une radiothérapie IMRT. Mais il faut savoir qu'au Maroc, même la radiothérapie IMRT, qui est le basique en radiothérapie, n'est pas remboursée. Voilà, donc le minimum, c'est de faire une IMRT. Si je fais un traitement court, il faut associer une IGRT. Et si je fais un traitement très court en 5 semaines, il faut aussi associer un moyen de contrôle du mouvement de la cible. L'ISBRT, nous, à la clinique, on l'a fait grâce à un appareil très sophistiqué qui s'appelle Edge. On va faire cette radiothérapie en 5 séances, 5 fractions. Et voilà, donc elle est généralement précédée par la mise en place des fiduciaires. En matière de curithérapie, maintenant on a parlé de radiothérapie externe, on va parler un peu de la curie. La curithérapie, il y a 2 types de curithérapie. Il y a curithérapie bas débit et curithérapie haut débit. La curithérapie de bas débit, c'est les implants permanents. Ça veut dire que le patient va porter des petits grains radioactifs tout au long de sa vie. Ce sont des grains qui vont... c'est un élément radioactif dont la demi-vie est courte et qui va aller en se dégradant. Donc, dès que le patient sort de la clinique, il est toujours radioactif, mais c'est une radioactivité qu'on peut dire qui est tolérable. Mais il y a des précautions à prendre. Par contre, la nouveauté, c'est la radiothérapie haut débit. La radiothérapie haut débit, c'est qu'on va appliquer et retirer la source en même temps. Le patient ne part pas chez lui avec des sources radioactives. La curithérapie, ça va se passer au bloc opératoire, sous anesthésie, avec l'échographe endorectal. On peut faire une curithérapie en 1 séance, jusqu'à 4 séances. Elle est indiquée dans les cancers de bas risque ou de risque intermédiaire. Elle est aussi utilisée comme boost. Ça veut dire qu'on fait une partie de traitement en radiothérapie externe et le boost, on le fait en curie. Bon, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Je pense que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, même pour nous, parce qu'aujourd'hui, pour un cancer de prostate localisé, nous avons plusieurs choix. Et la question, quel est le meilleur traitement pour ce patient ? Nous, on prend en charge beaucoup, il faut prendre en charge beaucoup d'aspects de la maladie, mais il faut savoir que quand on reçoit des patients, ce sont des patients qui sont très anxieux, ce sont des patients qui ont entendu parler de plusieurs techniques, ils ne savent pas quoi choisir, ils ont peur du choix. Il faut savoir, quand on a un cancer localisé, que la prostatectomie radicale, la radiothérapie externe avec ses 3 formes, courte, lente, SBRT, et aussi la curithérapie, bas débit, haut débit, on peut même proposer de la surveillance active, ils ont tous la même efficacité. Donc, on a des traitements qui sont tous efficaces, mais qui vont avoir des profils de toxicité qui sont différents. Un peu comment choisir, c'est difficile, mais il faut surtout voir ce que le patient est prêt à accepter comme effet secondaire, d'une part. D'autre part, il faut voir qu'est-ce qu'il prévoit, comment il prévoit les choses, comment il ressent la radiothérapie, comment il ressent la chirurgie. Certains points pour un peu distinguer. La chirurgie, c'est que quand on fait une chirurgie, les avantages, on a une anapathe exacte. On va pas, quand c'est un bas risque, ou risque intermédiaire, on ne va pas faire de traitement hormonal. Et si le patient est très symptomatique, il va aussi enlever les symptômes liés à l'HBP. Par contre, ces inconvénients, c'est qu'il faut en général 6 mois pour restaurer la fonction urinaire et que 20% des patients vont garder des troubles urinaires qui sont quand même sérieux et 75% vont avoir un dysfonctionnement érectile important. En radiothérapie, les effets secondaires les effets secondaires tardifs ne sont pas très importants. On est à 15 à 30% d'effets secondaires urinaires
et on est à 30% de dysfonctionnement érectile. Ce qui est un peu contre la radiothérapie, c'est que les effets secondaires aigus sont parfois très gênants, surtout quand un patient fait la radiothérapie et part chez lui, il est loin du centre, donc il sera trop gêné. Et c'est un traitement qui est parfois lent. Quand on choisit un traitement lent, il est lent, c'est 8 semaines. Moi, je ne conseille pas de faire 8 semaines de traitement. Et parfois, le traitement de rattrapage, quand la radiothérapie échoue, est difficile. On vous donne, s'il vous plaît, 2 minutes de plus pour conclure. Merci. Donc, il faut, moi, je pense que le médecin généraliste peut donner un coup de main là-dessus quand on est dans la difficulté de décider, parce que le médecin généraliste connaît mieux le patient, il a des contacts avec lui, il connaît sa psychologie. Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte facilement d'être traité par radiothérapie, ou c'est quelqu'un qui est un peu, je dirais, maniaque de chirurgie? Il est, du moment que la prostate est là, j'aurai toujours le cancer, je dois me faire opérer. Et ce sont des profils qui sont différents. Il faut voir est-ce que le patient est prêt à venir et aller au centre? Est-ce qu'il est prêt à passer? Est-ce qu'il est prêt pour les effets secondaires, par exemple, de la chirurgie? Voilà le genre de questions qu'il faut discuter avec le malade, lui expliquer et partager avec lui. Donc, rapidement, je vais passer. Quand vous recevez un patient qui a fait de la radiothérapie, n'ayez pas peur. Pour la radiothérapie, il n'y a aucune contre-indication à mettre un traitement symptomatique. Donc, si vous avez un patient qui a des signes irritatifs ou obstructifs, traitez comme vous traitez une hypertrophie bénigne de la prostate. Mettre des antalgiques, des ANS, des corticoïdes, on peut mettre des alpha-bloquants, des inhibiteurs de alpha-réductase. Quand il y a un problème proctologique, mettez la thésanourine, l'hémofaste, on peut faire les lavements à la 5-ASA, voire les lavements aux corticoïdes, voire les corticoïdes oraux. C'est comme, on peut traiter comme on traite une otite aiguë. Pensez toujours à une petite période de corticoïdes, ça va soulager le patient rapidement. L'autre chose, le dysfonctionnement sexuel, il y a les 5 EPDES qui sont actives. Surtout, ils ont un effet positif après la radiothérapie. Par contre, après chirurgie, ils n'ont pas d'effet. On peut faire aussi les injections caverneuses de prostaglandine, etc. Je ne veux pas finir sans partager avec vous des bons moments qu'on partage dans notre clinique, dans notre département de support and care. Des activités qu'on fait avec nos patients pour rendre leur passage en oncologie plus agréable. Voilà, et enfin, je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Sfahi. C'est vrai qu'il y a une évolution extraordinaire concernant la radiothérapie. À notre époque, quand on a fait des études, ce qu'on savait, c'est que la radiothérapie a été à titre du traitement palliatif. Maintenant, c'est plus le cas. Et ma question, avant que quelqu'un pose la question, oui, d'accord. Alors, est-ce que la prise en charge que vous venez de donner, est-ce qu'elle obéit au référentiel du cancer de prostate qu'on vient d'établir ici au Maroc? Parce que, comme vous savez, l'État, le ministère, avec l'ANAM, ils sont en train d'établir des référentiels pour chaque pathologie. Et dans quelques mois, le référentiel sera entre nous. Comme ça, tout le monde prendra de telles maladies d'une façon très pointue, et ne pas laisser le temps au médecin de chacun faire sa cuisine interne. Alors, concernant le référentiel marocain, franchement, en matière, il faut savoir que en radiothérapie, les progrès sont très rapides. Et qu'un référentiel qui va sortir aujourd'hui, il a mis 5 ans, 6 ans pour apparaître. Donc, le référentiel
il mentionne l'IMRT comme traitement standard de la radio, dans le traitement de le cancer de la prostate, mais il faut savoir qu'un référentiel qui se met contre, par exemple, aujourd'hui, si c'est référentiel, il faut mettre à la disposition de tous les Marocains un traitement par IMRT, alors que ce n'est pas le cas. Donc, à mon avis, nous, on fait passer tous nos patients dans une RCP, une réunion de concertation multidisciplinaire, où il y a les chirurgiens, il y a les radiologues, il y a les anapathes et tout le monde. On valide nos décisions dans la RCP et puis on est toujours dans les référentiels internationaux. Voilà. Oui, moi, je complète juste la réponse de Dr Msbah en disant qu'il y a deux choses essentielles. C'est le référentiel et c'est la tarification de référence. Aujourd'hui, le référentiel qu'il soit marocain, hollandais, chinois ou mauritanien, il se base sur des guidelines internationaux et il doit les reproduire en essayant de les adapter aux conditions locales. Donc aujourd'hui, ce référentiel, malheureusement, il n'est pas toujours fait de façon transparente. Il est souvent fait de façon confidentielle, concocté avec le copain de celui qui a la NAM, à la CIR, le ministère et tout ça. Et donc nous, boum, on se retrouve face à quelque chose qui est imposé. Et comme a dit Latefa, on dit oui, il faut traiter avec IMRT. Et vous allez vers la CNOPS, la CNSS, alors nous on ne rembourse pas le VMAT, on ne rembourse pas l'IMRT. Donc, paradoxalement, le référentiel ne parle pas de SBRT, c'est-à-dire de stéréotaxie. La stéréotaxie, c'est quand même la plus belle avancée de la radiothérapie parce qu'il y a un terme qui est un peu galvaudé mais qui vaut son pesant d'or, on parle de radiochirurgie. C'est-à-dire que c'est une précision chirurgicale et que les radiothérapeutes aujourd'hui dans une prostate, ils traitent une prostate de façon curative en 5 séances. Rappelez-vous que le traitement standard d'une prostate, c'est 35 séances. Donc on passe de 7 à 8 semaines de traitement à seulement 1 semaine de traitement. Donc ce référentiel marocain ne parle pas de la SBRT. Mais par contre, il nous arrive de faire des demandes de prise en charge pour la SBRT qui sont accordées dans des cas bien précis. Tout à l'heure, Latefa a parlé des évolutions et je pense que je ne suis pas radiothérapeute, mais peut-être la chose qui m'a le plus ébahi dans les innovations en radiothérapie, c'est quand on irradie un rachis. Le rachis, son plus gros problème, c'est qu'il y a la moelle épinière qui passe. Et que cette moelle épinière, à partir d'une certaine dose 45 Gray, on devient toxique. On peut entraîner des myélites irréversibles. Aujourd'hui, les radiothérapeutes, avec leurs nouvelles techniques, irradient la vertèbre et protègent la moelle qu'il y a au milieu. C'est quand même une prouesse technologique qui est fabuleuse. Donc aujourd'hui, et c'est peut-être ça le message qu'on veut passer, c'est il faut qu'on fasse comme avec nos iPhones et nos ordinateurs, il faut qu'on fasse l'upgrade et qu'on change de logiciel et qu'on aille vers un logiciel qui doit effacer tous les prérequis et les idées reçues qu'on avait par rapport à la radiothérapie, parce que cette radiothérapie a énormément progressé. Merci, Dr Bachouchi. Vos questions brèves, s'il vous plaît. Micro. قرب micro. Merci pour cette présentation vraiment excellente. Et ma question, j'aimerais bien savoir la place de l'embolisation des artères nourricières de la tumeur prostatique cancéreuse. Merci. Alors, moi, j'ai focalisé ma présentation sur ce qui est, je dirais, on était en train de parler de guidelines, ce qui a du recul et qui est de la guidelines internationale. Parce qu'aujourd'hui, si on met radiothérapie stéréotaxique, ça sort dans les guidelines de l'NSSN, ça sort dans les guidelines de l'Astro, ça sort dans les guidelines de l'AU. Par contre, il y a des traitements qui sont aujourd'hui là,
Il y a l'embolisation des artères, il y a les cryothérapies, il y a le HIFU. Ce sont des traitements qui sont expérimentaux. Donc, moi, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Je sais que ça se fait, mais au-delà, je n'ai pas de réponse. Merci. Docteur Amiri. Merci beaucoup. Merci, Dr Bachouchi. Merci, Dr Misbah, pour cette présentation. Certes, trop technique, mais ça va nous aider. Parce que nous, médecins généralistes qui sommes médecins de première ligne, on est au contact des patients, soit avant ou après. Donc, ma première question, c'est les référentiels. Il faut travailler parce que nous, en tant qu'MG, on travaille sur les référentiels. Si on peut être votre partenaire pour poser des référentiels pour le médecin généraliste. Un. Oui. De deux, des fois, le malade, quand il a subi la radiothérapie, il revient chez lui. Par exemple, chez moi, à Tétouan. Des fois, il a des effets secondaires, des petites complications. Donc, si vous pouvez avoir un partenariat avec des médecins généralistes partout au Maroc pour suivre vos malades après la radiothérapie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent avec soit des douleurs, soit autre problème. Donc, essayez de travailler en collaboration avec des associations locales. Il y a beaucoup d'associations locales de médecine générale qui peuvent prendre en charge les malades après la radiothérapie. Merci. Moi, je veux juste vous dire, je vais dans le sens de ce que vous venez de dire, et je crois que notre présence ici va exactement dans le sens. Le but, c'est, je crois que la TEFA a été très claire, la radiothérapie n'a aucune contre-indication à un quelconque traitement symptomatique associé. D'accord ? Donc, il faut traiter vos patients sans prendre en compte le fait qu'il ait été ou pas été irradié. Je pense que ça, elle a fait un raccourci, mais je pense que c'est le plus beau des raccourcis qu'elle pouvait faire. C'est-à-dire, soyez libre de les traiter, corticoïdes, soins locaux et tout ça. Mais ce qui est important, au-delà de la gestion des effets secondaires, et du patient à domicile, je crois que c'est ce qu'elle a dit au début, c'est comment faire en sorte que le médecin généraliste et le médecin de famille, qui est le référent, qui est celui qui, in fine, le patient va revenir vers lui. Alors, j'ai vu docteur l'urologue, la prostate, j'ai vu l'oncologue, moi j'ai une radiothérapie qui est tout aussi efficace. C'est comment vous pouvez l'aider à choisir cette décision. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la technique, il n'y a pas de perte de chance pour ce malade. Si on l'opère, si on l'irradie, il ne va pas plus récidiver ni moins récidiver, il ne va pas mourir plus tôt ou plus tard avec l'une ou l'autre des techniques. Là où la différence se fait, elle se fait sur les effets secondaires. Après, chacun veut vendre sa camelote. L'urologue, il va vous expliquer que le radiothérapeute, il va vous brûler le rectum. Le radiothérapeute, il va vous dire « Ah, mais l'urologue, il va vous enlever la prostate, vous allez vous pisser dessus, vous allez avoir des troubles érectiles, etc. etc. » Donc, globalement, et c'est là où le médecin généraliste peut beaucoup aider, parce qu'il connaît. Et généralement, les gens, ils se disent, comme elle a dit, on enlève un organe, on enlève un cancer, on a réglé le problème. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas du tout vrai. Parce qu'un cancer de la prostate, rappelez-vous que Mitterrand, il a géré la France pendant 14 ans avec un cancer de la prostate métastatique et qu'il est mort des années après. Ça veut dire que ce n'est pas un cancer qui tue sur le champ. Ça peut arriver dans des cancers virulents, surtout dans des formes indifférenciées ou avec des composantes neuroendocrines. Mais c'est un cancer qui dure longtemps. Donc ce monsieur doit vivre longtemps, avec ou sans son cancer. Donc sa qualité de vie doit primer. Et la qualité de vie, non, on n'est que des ouvriers, on n'est que des techniciens. C'est-à-dire qu'on traite là. Mais vous allez vous le taper sur les 10 ans qu'il va vivre ou les 15 ans qu'il va vivre. D'accord ? Et c'est là qui est le plus important, c'est juste que vous sachiez l'accompagner vers ça. Vous le connaissez mieux que nous. Et vous pouvez l'aider à faire un choix plus pondéré. Merci, Dr Mounir Bachouchi. Merci, Dr Misbah. Merci beaucoup.